Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes dans l'Osaré en petite famille et nous parlons aujourd'hui du harcèlement en milieu universitaire, un fait qui continue de gangréner en toute impunité, pourrait-on le dire. Le sujet n'est pas bien reçu, que ce soit du côté de l'administration ou même du côté des étudiants, et vous le verrez dans cette émission. Pour en parler, bien évidemment, je ne suis pas seule. Janalis Kounou, ma très chère, bonjour. Bonjour ma très chère Clarence Yongo, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Canal D International. On se retrouve donc dans un petit instant pour vous présenter nos invités. Sur ce plateau, Mouniol Akiki, qui est ancien président des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala. Bonjour. Bonjour Clarence et bonjour téléspectateurs de Canal 2. Bienvenue sur le plateau de Dans le Saré. C'est un plaisir de répondre favorablement à cet appel. Et donc de l'autre côté, Serge Bissa, qui est chargé des études à l'Institut africain d'informatique, l'IAI. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Comment allez-vous? Je vais très bien. Juste pour le souligner, puisque vous le constatez, sur ce plateau aujourd'hui, on a des hommes. On n'a pas souvent eu la chance de les avoir. Alors, on va commencer. Je vais poser la question à Serge Bissa, qui nous parlait tout à l'heure de 31% de cas de harcèlement sexuel par an dans le milieu universitaire, surtout en faculté des lettres et sciences humaines. Un chiffre qui donne quand même froid dans le dos. Oui, il donne vraiment froid au dos parce qu'il faut qu'on le note ici. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas que dans cette faculté, mais on remarque que dans la faculté des lettres, déjà que c'est la faculté qui accueille le plus grand nombre d'étudiants parce que la moyenne, souvent, pour entrer dans d'autres facultés est parfois limitée. Donc, dans cette faculté, donc, on encaisse beaucoup plus déjà de la gente féminine, qui est beaucoup plus dans cette filière, et c'est là où on retrouve le taux le plus élevé. Et donc, vous disiez tout à l'heure qu'il y a justement des filières plus atteintes, plus poreuses. Oui, oui, tout à fait. J'ai parlé déjà de la faculté des lettres, il y a la faculté de sciences économiques, et également la faculté de droit. Et aussi, les facultés scientifiques, on ne le retrouve pas très tôt. C'est au niveau, parfois, master et doctorat qu'on retrouve ça. Parce que là, à ce niveau-là, la femme, parfois, elle est sujette à des recherches, à des rédactions de mémoire, et ça fait que, à ce niveau, elle se trouve être parfois menacée, harcelée, faute de quoi elle ne pourrait pas accéder à soit une recherche, parfois même pour des financements pour ces recherches. Ouais. Alors, j'allais dire monsieur Serge Bissa. Oui, ouais. Excusez-moi, vous parlez des femmes qui atteignent le niveau 5 déjà pour être harcelées, mais on parle plutôt des jeunes qui entrent encore en première année et qui, j'ai l'impression à ma foi, sont la proie de ces enseignants-là. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que c'est parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à convaincre? Il faut dire que déjà quand elles ont été reçues à leur baccalauréat, qui est le premier diplôme universitaire, toutes sont fières de l'avoir eu et on se retrouve dans un milieu où l'habillement, ce n'est plus contrôlé, les heures d'absence ne sont plus contrôlées et du coup, ça facilite, il y a un boom démographique. Et pour les acteurs du harcèlement, ils se disent « Waouh, tout est permis ». Et du coup là, ça va généralement perturber les relations qui sont de manière spécifico, je dirais, sexo-spécifique. Ouais. Alors, vous parliez tout à l'heure des causes, on va peut-être revenir là-dessus, à moins que Janalis n'ait une autre non, on va y revenir question parce que relative à... Oui, je voulais déjà savoir ce qui amène ces enseignants justement là, à harceler les jeunes filles. On va dire la proximité, mais là, on parle de la proximité un peu plus tard, mais là, d'emblée, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est l'amour? C'est parce qu'ils sont tombés amoureux tout d'un coup comme ça? Non, c'est vrai que on va tout à l'heure le revoir tout à l'heure, mais il faut dire que déjà, quand on n'en a que devant nos yeux une masse, on se dit waouh, mais je peux prendre ce que je veux. Donc au départ, c'est pas de l'amour. On va affirmer son autorité. Tout à fait. C'est parfois qu'on se dit la manne est tombée du ciel, il faut bien que je me serve. Donc au départ, c'est ça. Elles sont nombreuses, je peux aller vers le champ me servir, tout simplement. Alors, Mouniol Akiki, peut-être vous vous sentez directement concerné par les propos de Serge Bissa, qui parle justement d'un champ, un large champ où on peut piocher comme on veut et comme on l'entend. Et justement, on parle des victimes, 31% seuls à la faculté des lettres et sciences humaines. C'est une étude qui a été menée en 2011 et pas de sanctions correspondantes. Vous qui avez été justement président des étudiants, comment est-ce que vous faisiez face à ce genre de situation?
Ce qu'il faut commencer par noter, c'est qu'il a tout à fait raison dans une certaine mesure. Raison parce que après le baccalauréat, on observe très bien que le taux de réussite est beaucoup plus accru du côté féminin que du côté masculin. Ça pourrait expliquer peut-être le fait pour lequel, quand ces jeunes filles arrivent en fac, elles soient une proie facile. Parce qu'également, il faut noter qu'elles sont envahies d'une certaine peur. D'une certaine peur, parce que hier on était au lycée où on avait, je veux dire quoi, des règles préétablies face auxquelles on devait se plier. Aujourd'hui, on arrive dans un univers où on est presque libre. Voilà, on est presque libre, on ne sait plus trop à quel sort se vouer. Et du coup, le premier venu devient comme, je veux dire, un dieu pour nous. C'est lui qui nous guide et ce sont ces premiers venus qui très souvent deviennent des bourreaux. Mais est-ce que ça ne pose pas là un problème d'encadrement? Parce que normalement, peut-être que c'est l'université, mais il y a un canevas. Clairement, ça pose un problème d'encadrement, certes. Mais il faut noter qu'à la base, il y a beaucoup d'autres causes qu'il faut évoquer. Il y a beaucoup d'autres causes qu'il faut évoquer parce qu'aujourd'hui, dans nos différentes cités, j'aime le dire que la jeunesse est en déphasage avec la réalité. Elle est en déphasage avec la réalité parce que hier encore, quand la fille arrivait dans un milieu comme celui-là, elle faisait tout pour se préserver dans une certaine mesure. Et même le jeune garçon, parce que quand on parle de harcèlement, ce n'est pas que les filles. Il y a des garçons qui sont également harcelés. Mais aujourd'hui, on va bien remarquer sur le terrain que ce n'est toujours pas ça. Parce qu'on a entendu parler de l'université, c'est un univers de la cité, et puis on va comme on veut. Mais je sors du campus à l'heure où je parle. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu, que ce soit du côté masculin ou féminin. Des jeunes garçons qui s'habillent avec des pantalons au niveau des comment je vais appeler ça? Mais il y a un code vestimentaire quand même aujourd'hui. Il y a un code vestimentaire, c'est vrai. Mais en réalité, est-ce que ce code est véritablement appliqué? That's the question. Ce code n'est pas véritablement appliqué parce que moi, je n'aurais jamais pensé qu'une jeune fille se mettrait en, comment ils appellent ça? Les pantalons qui vont en moulant, les pantalons moulants avec un t-shirt qui, ma foi, tout est dessiné là, on va à l'université. Vraiment. Mais est-ce que ça peut justifier? Parce que ça, c'est la véritable question. Est-ce que ça justifie un acte de harcèlement sexuel? Écoutez un peu. Celui qui harcèle, n'est-ce pas? Il harcèle peut-être parce qu'il voit en vous une fille avec qui il veut aller. Il harcèle peut-être parce que vous la menez à vous harceler. Il harcèle peut-être parce que vous avez posé un acte pour lequel il a frémi. Il harcèle peut-être parce que, puisque nous parlons de milieu universitaire, vous êtes une fille qu'il veut aborder à une certaine mesure, il n'a pas la possibilité de le faire. Et il a un moyen par lequel il peut vous saisir. Je sais que je ne veux pas trop tirer sur l'enseignant, mais à que ce soit un enseignant. Mais il faudrait bien qu'on ait la vérité sur ce plateau. On revient à vous. Peut-être du coup, moi j'aimerais quand même, j'aimerais lui poser la question de savoir, voilà, est-ce que, d'après ce que vous dites, vous voulez dire que ce sont les filles harcelées, sont elles-mêmes à l'origine de ce qui leur arrive? Vous permettez qu'on revienne sur cette question juste après ce reportage qu'on va regarder. Les manifestations du harcèlement, quelles sont ces manifestations? Vous avez la réponse ici. Harcèlement sexuel en milieu universitaire, le sujet est blacklisté au sein des facultés. Je te fais comprendre que si on te fasse brutaliser, je te fais brutaliser. Un sentier très glissant. Même les jeunes sont là-dedans. Et pourtant, on le reconnaît, les propos et comportements à connotation sexuelle sont récurrents. Ce n'est plus une coercition uniquement à l'endroit des filles. Désormais, les garçons constituent également une cible pour les enseignants harceleurs. C'est mettre une certaine pression sur l'étudiant, fille comme garçon, parce que vous savez maintenant il y a le phénomène d'homosexualisme qui fait que les deux sexes ne sont pas visés par cette pratique. Hormis cela, les manifestations du harcèlement sont diverses. Le point commun des différents moyens employés étant la situation hiérarchique qui impose les faveurs sexuelles. Mon professeur est chargé de TDI. Pour toute information dont il avait besoin de dire à mon groupe, il passait par moi. Donc, ce qui fait qu'on avait changé de contact. Nous avons fini de composer le premier semestre. Les résultats étant affichés, j'ai reçu aucune de mes notes affichées. Je suis allée vers lui. Je cherchais plutôt à aller vers du côté sentimental. Vous l'aurez compris, la proximité est un facteur favorisant et tous les moyens sont bons pour la créer. Il y a atteinte, n'est-ce pas, de la dignité de la personne. Il y a des répercussions sur le plan de la santé mentale parce que lorsque vous êtes harcelé, vous êtes complètement dans un état de traumatisme.
Et quand vous êtes dans un état de traumatisme, vous ne pouvez plus travailler. Vous êtes généralement dans un état où vous n'arrivez pas à vous concentrer. Toutes les méthodes utilisées aboutissent à des menaces. Oui, il m'appelait même plus de 10 fois par jour et peut-être presque tard, quoi. 19 à 20 heures, il m'appelait. Bon, un moment, il m'a demandé de... Il m'a dit qu'il avait mon matricule, il a mon nom. Il est capable de me faire rester à l'université, de me faire rester dans une classe. Comme cause du harcèlement en milieu universitaire, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, dans Harcèlement sexuel et déontologie universitaire, évoque entre autres l'évolution démographique observée à l'université. Alors, directement, je passe la parole à Jeanne-Alice parce qu'on parlait de la tenue des filles qui pourrait amener voilà, l'enseignant potentiel à harceler sa victime, je vais appeler ça comme ça. Est-ce que vous pensez que ce sont ces filles-là qui sont victimes du harcèlement sexuel, sont elles-mêmes responsables de ce qui leur arrive? Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le bandit ne va pas vers l'endroit où il ne se sentira pas, je veux dire quoi, plus à l'aise dans ses mouvements. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque la jeune fille s'habille ou la jeune personne s'habille mal, cette personne qui est mal habillée se prédispose déjà elle-même à un viol. Est-ce que vous voulez dire que celles qui sont habillées convenablement ne se font pas harceler? Non, pas du tout. Alors moi j'ai un cas palpable, je ne vais pas aller à l'encontre de ce que vous dites, mais j'ai un cas palpable de jeune fille qui nous dit et qui nous a dit il y a un instant que quand elle va en cours, elle a un jean vraiment grand et un grand t-shirt, une casquette large pour ne pas se faire remarquer. Mais ça n'a pas empêché d'être qu'elle soit harcelée. Oui, Clarence, on n'est toujours pas remarqué parce qu'on a fait voir ses formes. Quand elle met la casquette en classe, elle met la casquette pour se faire remarquer. Non, quand elle est au fond de la classe, elle enlève sa casquette. Oui, mais quand elle arrive à l'université, elle aborde toujours une casquette pour qu'on ne remarque même pas son visage. Clarence, ce que je veux dire dans mes propos, c'est que la personne qui se fait violer, je veux dire harceler, cette personne est une personne qui se prédispose, que ce soit par elle-même ou par nature. Parce que si c'est une jolie fille qui frappe à l'œil tout de suite, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous partagez cet avis? Je veux le dire. Je pense même que parfois, s'il faut voir sur les causes, revenons un peu plus. J'aime bien la citation de Voltaire qui dit ce qu'on appelle le hasard n'est et ne peut être que la cause ignorée d'un effet connu. Ça veut dire qu'en fait, le hasard n'existe pas. Très souvent, on remarque que lorsque l'année a commencé à l'université, c'est un boom démographique, comme je le disais tout à l'heure, où chacun pense qu'il peut se servir. Mais également, il y a, et ça je le souligne, il y a le retrait des parents dans la responsabilité qui est la leur d'éduquer. Voyez-vous, en seconde, mon enseignant me pose la question, quel est le cours que nous voyons aujourd'hui? Parce que c'était en début d'année, du coup, elle a fait un prologue. Et dans le prologue, elle dit, madame, c'est le cours de ESF. Elle me dit non, EFS. Je dis non, madame. Et elle revient sur la question, elle me dit, oui, en fait, vous avez raison. Parce qu'on devait dire économie sociale et familiale et sociale au lieu de sociale et familiale. Donc, l'éducation devrait déjà commencer à la maison quand la jeune fille prend son sac, elle s'en va à l'université. Est-ce qu'elle est bien habillée? Voyez-vous, ça commence par là. Alors, il y a un autre problème, le problème des notes, puisqu'on évoque cela. Les enseignants profitent, dirait-on, de la vulnérabilité des étudiants. Ne disons pas simplement étudiantes, parce que ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que de plus en plus, il y a également des garçons qui sont harcelés. Les filles, les étudiantes, il faut le dire, ont leur part de responsabilité dans ce domaine. Parce que très souvent, avant même qu'on affiche des noms au babillard, elles font parfois des SMS, elles font parfois des MMS, voyez-vous, lettres d'amour. Malheureusement, pour eux, le harcèlement ne va pas se traduire. Je veux dire, elles n'ont pas toujours la réponse parce qu'elles proposent de l'argent. Voyez-vous un peu. Et l'enseignant qui, lui, voit de l'argent, il va bafouer l'argent pour ne prendre que du sexe, en fait. Vous voyez un peu. Et il faut dire que le harcèlement, ce n'est pas forcément la pénétration sexuelle, mais c'est en fait des moyens mis en œuvre pour aboutir à cette pénétration-là. Alors là, on nous parle, par exemple, à l'université de Douala, on a vu plusieurs cas, des gens qui indexent la cellule informatique, parce que justement, c'est la source des notes. Vos notes ne sont pas affichées. Je n'en sais rien, je vous pose la question. Alors, il y a des notes qui ne sont pas affichées, vous cherchez la voie qui vous permet d'obtenir vos notes, et vous cherchez également une épaule qui peut vous guider, mais cette épaule ne vous guide pas, cette épaule vous impose des choses. Non, Clara, c'est faux. C'est faux parce que le système éducatif à l'université fait état de ce que lorsque vous composez à la base, c'est le département
qui vous donne d'abord vos notes au Babia. Encore qu'aujourd'hui, avec la mise en application du LMD, dès que le département a donné ses notes, les notes vont à la cellule informatique, les notes vont au bureau du doyen pour archivage et les mêmes notes vont au Babia. Okay? Lorsque votre note n'apparaît pas au Babia, vous avez droit d'introduire une requête. La requête qui est introduite, elle est introduite et adressée au département qui prend acte, juge de la pertinence de cette requête ou non. Parce qu'en réalité, on a des étudiants qui ne vont pas à l'école, qui ne composent pas. Mais pourquoi vous gênez? Moi, j'ai on a l'impression que vous généralisez. Je vais arriver, permettez-moi. Je vais arriver parce que on va permettre à vous dites qu'on va vers la cellule informatique parce que c'est la source de notes. J'ai dit non, la cellule informatique n'est pas la source de notes. Mais ceux qui vont à la cellule informatique sont des gens qui font des fuites en avant. Il faut savoir exactement qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, où ça se passe, avec qui ça se passe, à quel moment ça se passe. Les étudiants ne sont pas informés parce qu'ils ne veulent même pas avoir l'information en fait. Alors, Serge Bissa. Oui, moi je dis que s'il faut parler des notes, généralement, comme le disait, quelque part c'est une fuite en avant parce que l'informaticien, lui, ne prend que des données qu'il a collectées quelque part. Donc, lorsque je finis de composer, ma feuille arrive chez l'enseignant. L'enseignant qui, lui, va prendre la peine de lire, même si c'est désanonymé. Très souvent, avec l'effectif qui est très grandissant, les jeunes filles, même les jeunes hommes, parce qu'il faut le dire, il y a aussi des hommes qui sont harcelés. Voyez-vous, sauf que la femme, parfois, elle a peur d'exprimer son envie à désirer un homme, un étudiant. Donc, elles prennent la peine de réécrire leur numéro de téléphone, leur nom, pour signifier à l'enseignant que voilà, j'ai tel problème, je n'arrive pas, je n'ai pas bien composé, j'ai besoin de toi, ou lui dit tout ce qu'elle a besoin. Et c'est à partir de là que le harcèlement peut débuter. Moi, j'ai un cas palpable et pratique. Je vais passer la parole à Jeanne-Alice tout à l'heure. Un cas palpable et pratique d'une jeune fille qui n'a pas obtenu ses notes en première année. Elle n'a pas obtenu ses notes en deuxième année. Elle est allée rencontrer les responsables. Elle a dû entreprendre toute une démarche pour finalement obtenir des notes qui existaient alors qu'elle est passée en rattrapage plusieurs fois. Est-ce que également là, c'est de la faute de l'étudiant? Non, ce n'est pas la faute de l'étudiant, c'est la faute de l'enseignant. Parce qu'en fait, et je dis pas seulement l'enseignant, mais de tout un système, de toute une chaîne. Parce que si, à chaque niveau, on observe, on remarque qu'il y a des blocus, ça veut dire que tous sont des complices. Voyez-vous un peu. Et donc, ça, c'est la faute de l'enseignant qui, certainement, aurait pris des mesures pour aller vers la fille. Là, on ne peut pas le dire autrement. C'est lui qui a mis ces barrières-là pour que toutes les voies et moyens auxquels elle pourrait avoir un cours n'aboutissent pas. Lorsque votre enseignant passe le temps à vous appeler, tout le temps, vous lui faites même comprendre que vous n'êtes pas d'accord, mais il continue tout de même dans ce cas. C'est ce que je disais tantôt, tout à l'heure, qu'il y a des prédispositions naturelles également. En ce sens que si la fille est jolie, mais est-ce que c'est la question que je pose, écoutez-moi, la question que je pose au président de la faculté des étudiants des lettres et sciences humaines, c'est: vous êtes président, je suis harcelé, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que vous faites pour m'aider? C'est ça ma question. C'est une bonne question. C'est une bonne question et il faut donc comprendre que tout part à la base. Je vais revenir sur ces propos tout à l'heure pour dire que l'éducation n'est toujours pas d'abord... Non, vous ne répondez pas. C'est la langue de bois. Je suis étudiant. Je prends un cas pratique que nous avons dans un reportage. C'est que vous devez faire, Clara, permettez-moi d'arriver. C'est que vous devez faire de prime abord, en tant qu'association d'étudiants, c'est de déclarer. Vous venez de l'association, vous dites à l'association, voilà, président, je ne sais pas trop, secrétaire général de l'association, je fais face à telle situation. Il y a tel problème qui se pose. Nous avons à l'association toutes les voies de recours. Parce que je sais qu'il faut toucher, même l'enseignant qui vous harcèle, si je le connais, d'abord que je connais tous les enseignants. Je sais comment le prendre pour qu'ils comprennent que non, c'est pas bien cet acte qui est en train de poser et que l'association peut se lever, par exemple, contre lui. Parce que monsieur l'ex-président, moi je vais venir, monsieur le président, c'est mieux. Voilà, tout à l'heure, là, nous on a eu peur parce que c'était comme si vous accusiez déjà même ces filles qui se faisaient harceler d'être à l'origine. Et du coup, on se demande comment vous les défendez. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et les faits sont têtus, vous le savez mieux que moi. Dans ma salle de classe, par exemple, moi j'ai eu une bande de filles, elles étaient 7, qui s'asseyaient toutes au premier banc. Et quand elles s'asseyaient, elles avaient toutes des mini-jupes. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles passent le temps à balancer les Mais est-ce que les 7 filles représentent toutes les filles de la faculté? Non, permettez, je parle de ma salle de classe. D'accord, ok. Ça peut être un échantillon.
Ok. Alors, elles passent leur temps à agiter les cuisses. Et c'est à l'enseignant de leur dire, mais fermez-moi ça, c'est même trop ça la voix. Je retourne cette question, s'il vous plaît, à Serge Bissa. Ces filles qui sont harcelées, est-ce que dans les études qui ont été menées au Cameroun, c'était de leur fait, c'était de leur propre chef, ou alors c'est qu'il y avait des raisons Non, c'est pas toujours de leur propre chef, comme je le disais tout à l'heure. Très souvent, je dis, on observe que c'est plus les femmes qui sont victimes. Et puisque ce sont les femmes qui sont les plus victimes, qu'est-ce qui donc cause cela donc? Alors, c'est l'enseignant qui vient vers elle. Mais il faut quand même également souligner une chose, c'est que tout enseignant qui va vers une femme, c'est pas toujours pour le harcèlement. C'est au cas où il y a refus. Il peut insister. Il peut insister. Encore qu'il a toutes les matières encore que voilà. Donc, il y a ça. Lorsqu'il insiste donc, lorsque le refus est prononcé, là donc maintenant, il va commencer à mettre les stratégies peut-être que nous verrons tout à l'heure. Voilà, alors quelle est la conduite à tenir lorsque vous êtes victime de harcèlement sexuel en milieu universitaire? Qu'est-ce que les victimes ont fait? On va le savoir dans ce reportage. Le harcèlement sexuel en milieu estudiantin est un phénomène qui a déjà pris corps au sein de nos universités. Il convient donc de savoir quelle attitude adopter le cas échéant. Et c'est là que réside toute la difficulté. Certaines victimes restent silencieuses, ne sachant quoi faire. Et pourtant, il faut prendre des initiatives. Mes camarades avec qui j'étais à l'université étaient montés en classe supérieure, contrairement à moi qui étais bloquée. Et j'avais besoin d'aide. Donc je voulais qu'on m'explique un peu pourquoi mon cas s'est passé comme ça. D'autres, incapables d'exprimer leur refus, se rendent vulnérables face à leurs oppresseurs. Non, la plupart des gens ont accepté. Voilà. Mais les plaintes, c'est dans les causeries. C'est pas parce qu'on veut des notes qu'on va accepter n'importe quoi. Être capable de dénoncer. Cette jeune femme, victime de harcèlement sexuel, s'est confiée à son père sans grand résultat. J'ai parlé de mon problème dont j'avais avec mon professeur chargé des travaux dirigés et mon professeur chargé de ma filière à mon parent, à mon père. Celui-ci étant très fâcheux, il est allé voir mon chargé de ma filière. Mon chargé de TD entre au bureau et dit directement à mon parent que j'étais une fille très absente, très maladroite. Certes, j'étais chef de groupe, mais je n'assistais pas pratiquement aux cours. Mon chargé de filière, lui, il disait que j'étais une séductrice en fait et que ça ne servait à rien que je puisse venir faire cours, sachant que je passais mon temps à les séduire. Donc, en ce moment-là, mon père était carrément perdu, il ne savait pas comment il devait s'y prendre. Il m'a appelé sur le champ me demandant si je suis sûre de ce que je voulais. Pour ce jeune homme, l'administration est responsable de cette situation tant décriée. Généralement, c'est l'encadrement, c'est-à-dire l'administratif. On a recours au décanat, au responsable d'établissement, mais le système n'est pas bien huilé, bien structuré, au point où l'étudiant ne sait pas exactement chez qui il doit se plaindre. Du côté de la loi, la première conduite à tenir consiste à se plaindre aux autorités compétentes. Ce que l'étudiante qui est harcelée doit faire, c'est de chercher à avoir les preuves, soit d'avoir d'autres personnes qui, à chaque fois, vont vivre des scènes qu'elles pourront décrire et des scènes qui ne seront pas équivoques, et qu'elles puissent avoir des écrits, parce qu'il y a le harcèlement sexuel qui se fait parfois par des SMS, par des coups de téléphone. Donc, et puis, il faut qu'elles dénoncent. Nous n'avons pas dans notre code pénal une infraction harcèlement sexuel. Mais la loi peut punir le harcèlement sexuel sous l'infraction d'outrage à la pudeur, d'outrage privé à la pudeur. Le harcèlement sexuel en milieu estudiantin demeure une réalité implacable et des efforts restent à faire pour enrayer ce phénomène qui gangrène nos universités. Je vais tout de suite
suite passer la parole à Jeanne-Alice, qui a certainement des questions à poser dans ce sens-là. C'est que j'étais tout d'abord, je ne veux pas dire horrifiée, mais je pense que lui, cette fois-ci, il va pouvoir quand même me dire qu'il y a des cas qui ont été défendus en tant que président de la faculté des lettres et des sciences humaines. C'est une jeune fille qui est arrivée en master, qui n'avait pas son relevé de notre niveau 1. Ah ben, celle-là était vraiment harcelée. Parce que... Mais quelle est la différence entre harceler et vraiment harceler? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même du elle mal. était vraiment harcelée parce qu'elle est arrivée à me montrer, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais une sorte de document qu'elle a nommé, qu'on a nommé... certificat d'incapacité sexuelle. D'accord. Vraiment, je me demande comment ça existe, ce certificat d'incapacité sexuelle. Mais en fait, c'était vrai parce que quand elle me pose son problème, je suis allé vers des concernés qui m'ont dit non, écoute, cette fille, vraiment, elle a trop de problèmes, on ne peut pas l'écouter, il faut qu'elle-même vienne défendre sa cause. Et moi, je me suis fâché contre elle parce que j'estimais qu'elle m'a caché des informations. C'est à ce moment qu'elle m'a sorti ce certificat d'incapacité sexuelle. Moi, la question, c'est qu'est-ce qui arrive au professeur, je veux dire, à l'enseignant qui harcèle? Est-ce que si vous avez la preuve que ça a été fait, est-ce qu'il peut être... C'est justement là voilà, dans vos deux cas, justement. C'est justement où le bas blesse. C'est justement où le bas blesse parce que, en réalité, les victimes doivent avoir le courage de parler. Dans ce cas précis, lorsque vous leur dites, voilà, on va maintenir... Vraiment, je préfère seulement avoir mon papier et partir. Pardon. Et vous voyez, c'est comme un avocat qui doit défendre, je veux dire quoi, un présumé coupable, qui lui dit, vraiment, cette preuve, si je préfère que tu la gardes, que tu ne sortes pas. Dis tout, mais ça, vraiment, garde. Et puis bon, du moment où vous êtes face à un mur, du moment où vous pouvez trouver une solution qui lui donne satisfaction à une certaine mesure, tant mieux. Mais donc vous vous en tenez à ce qu'elle demande. Oui, en même temps, mais en offre. Moi, je vous le dis, en offre, je ne m'arrête pas là. Parce qu'il y a des actions qui sont menées. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Voilà. Quelles sont ces sanctions? Parce qu'on a juste le cas retentissant de 2013 de cet enseignant qui a été sanctionné à Yaoundé. Mais en dehors de ça, je pense qu'il n'y a pas... Parce qu'il y a eu grande dame médiatique autour de cette affaire quand même. Voilà, c'est où je voulais chuter souvent pour dire que même s'il devrait y avoir sanction, il faudrait bien que ce soit toute une batterie de pression qui soit mise pour que la sanction arrive. Parce que, il a dit tout à l'heure, c'est tout un système. C'est tout un système. Là, parce qu'en fait, je finis par là. Quand je me rends compte que, si je me rends compte, moi, en tant qu'enseignant X, que je suis dans une certaine mesure dévoilé, je touche mon collègue. Qui pose un frein également. S'il est dévoilé, il touche son collègue. C'est tout un système. Et finalement, alors oui, parlant justement de système, on a un monsieur qui est dans l'administration à l'université qui faisait savoir qu'il ne peut pas parler de ce problème, sinon il risque de ne pas se réveiller le lendemain. Donc du coup, il ne peut pas dénoncer. Mais il a plein de choses dans son ventre, dit-il. Mais comment ça peut s'expliquer? Bah oui, il ne peut pas parce que très souvent, qu'est-ce que les acteurs du viol ou alors du harcèlement font? Déjà, quand la victime est devant eux, ils font tout et pour tout pour isoler la victime, pour que la victime ne se mette pas en position de collecter un maximum de preuves. Parce qu'il a d'abord parlé, il faut dénoncer. Mais en même temps, parfois, lorsque le dénoncement, ta voix semble être très basse, il faut parfois même aller pour avoir des preuves. Parce qu'il peut insister. Quand tu vas vers lui, essaye de collecter un maximum de preuves. Est-ce qu'il t'a envoyé des SMS? Est-ce qu'il t'a envoyé des MMS? Est-ce qu'il t'a souvent invité dans et très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Éviter d'être dans des endroits où vous êtes isolé. Voyez-vous un peu. Et sans vous couper, Serge Bissa, est-ce que si vous réunissez toutes ces preuves-là, il peut avoir sanction? Non, nous sommes dans un pays de droit et de loi et c'est même le lieu où, dans nos universités et grandes écoles, il faut mettre sur pied des comités capables de gérer ce genre de crise. Qui n'existe pas encore. Voilà pourquoi nous faisons ce genre d'émission pour essayer d'impulser une délivrance. Ces comités seront mis en place et, dans une certaine mesure, seront gérés par d'autres harceleurs. Non, il faudrait que, voyez-vous, lorsqu'on met un comité en place, il faut déjà qu'on s'assure de la crédibilité des membres qui constituent ce comité-là. Et lorsque la jeune fille est harcelée, il faudrait également qu'elle... parce que très souvent, le harcèlement, il faut le dire encore, c'est juste une pression qui peut aboutir au cercle ou pas. Donc, dans cette pression-là, lorsque l'enseignant t'invite, par exemple, ne va pas seul.
va prendre avec toi un frère, une sœur. Je veux compléter quelque chose. Peut-être ce ne sera pas une interrogation, mais on a une étudiante qui a témoigné et qui nous fait savoir que elle en a parlé à son père, c'était ça sa conduite, c'est ce qu'elle a entrepris de faire. Elle a été harcelée par son enseignant. Elle en a parlé à son papa et quand son papa est allé à l'université, l'enseignant a dit à son papa, ah mais celle-là, elle ne vient même jamais au cours. Et donc du coup, c'est sa parole contre la parole de l'enseignant. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Les dernières mesures à prendre très souvent, il faut à tout prix se faire signaler dans un poste de police ou la gendarmerie. Et si jamais il y a, parce que le harcèlement c'est à plusieurs formes, s'il y a peut-être des coups je vais dire un forcing, parce que très souvent qu'est-ce qu'ils vont, il faut, ne prenons pas déjà le harcèlement comme étant la bagarre proprement dite. Le simple fait de poser la main au-dessus d'une femme, c'est un harcèlement. Le simple fait de toucher ton pénis alors qu'elle est en train de te voir, c'est un harcèlement. Le simple fait de lui envoyer des images pornographiques ou alors d'insinuer des causeries à caractère sexuel, parce qu'en fait la femme, il faut dire que la libido sur la femme ne se manifeste pas très vite. Mais quand tu lui bombardes des stéréotypes sexuels, à un moment donné, ça va se déclencher. Et quand ça se déclenche, c'est très difficile de le gérer. Donc, alors, c'est souvent ça leur stratégie. Voilà, je ne vous coupe pas, on va parler à présent des conséquences de ce harcèlement sexuel en milieu universitaire. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit globalement? On regarde. Extravagant et sexy, dit-on, entraîne de nouveaux comportements, fruits d'une production psychologique. On indexe là l'habillement des victimes du harcèlement. Cependant, de nombreuses étudiantes avouent avoir toujours adopté un code vestimentaire irréprochable et ne comprennent pas pourquoi elles ont été harcelées. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour se procurer mon numéro de téléphone. Il m'a appelé plusieurs fois, que ce soit en journée ou aux heures tardives. Il me disait de le rejoindre à un hôtel dans lequel soit il allait pour préparer ses devoirs, soit il allait pour se reposer, ou soit quand il disait chez lui qu'il était en voyage, c'est là-bas qu'il allait pour rester. De la première année à la deuxième année, je ne voyais pas mes notes. Chaque fois qu'on affichait les notes au babillard, non seulement mon nom n'apparaissait pas, encore moins mes notes. Voilà donc l'éthique professionnelle qui prend un grand coup, mais pas que. Quand on n'arrive pas à séduire normalement la femme ou bien l'homme, n'est-ce pas, dans l'autre versant, on utilise le pouvoir qu'on dispose pour pouvoir menacer justement l'autre. Généralement, on peut dire que vous n'êtes pas dans un état d'équilibre normal parce qu'on se dit quand même que pour un acte sexuel normal, quand vous avez besoin vraiment d'être assouvi sur le plan sexuel, il faut y aller dans les conditions normales, c'est-à-dire rencontrer la personne, parler avec la personne et chercher, n'est-ce pas, à séduire la personne de telle manière que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir les faveurs de cette personne-là dans le cadre normal. Sur le plan de la formation, le harcèlement sexuel peut avoir de graves conséquences sur l'étudiante. À chaque fois que j'allais rencontrer un autre professeur, ce professeur me disait que bon, c'est rien, il fallait juste que je ferme les yeux, je dépose pas cet argent dont il demandait, mais je dépose juste cette beauté dont j'avais physiquement, c'est tout. Finalement, j'ai quitté cette école de l'université. Je suis entrée dans une école privée et aussi là-bas, notre chargé de filière, à son tour aussi, a commencé à me faire des avances, mais passant par des conseils. Jacques, il fallait que je sois concentrée. Si j'avais besoin de quelque chose, je lui faisais signe. Mais quand lui se rendait compte que je ne venais jamais vers lui poser un problème, il m'acculait. Un peu plus loin, on se souvient qu'en 2013, un enseignant de l'université de Yaoundé 1 a été suspendu pour, entre autres griefs, harcèlement sexuel, moral, physique et psychologique. Fait presque inédit parce que, souligne-t-on, pour sanctionner un enseignant, il faut pouvoir établir les faits devant le conseil de discipline, chose non évidente. D'après le cas de la fille là, elle a été harcelée et elle allait se plaindre. Elle allait se plaindre et cet enseignant, étant donné qu'il fait partie du corps enseignant, elle a plutôt renversé la situation comme quoi c'est elle qui dérangeait. Elle a été traduite au conseil de discipline et on a collé un motif. Elle a passé, le conseil de discipline s'est tenu. Il a renversé la situation comme quoi elle a triché, elle aurait triché lors de l'examen. Maintenant, il paraît que n'ayant pas cédé aux avances de l'enseignant, il a promis, tu vas voir.
Les observateurs appellent au respect de la déontologie professionnelle et au renforcement de l'équité au sein des universités camerounaises. Alors ici, on parle des cas d'abandon du cursus scolaire. Simplement, on a changé de filière également parce qu'on n'a pas pu supporter d'être harcelé, de trouver une épaule consolatrice qui nous harcèle également. On a des cas comme ça et puis finalement, abandon. Oui, ben, il faut dire que ne regardons pas seulement la personne qui est harcelée, qui est victime du harcèlement. Regardons aussi que le niveau, même je vais dire, l'enseignant qui harcèle, lui-même, il en prend un coup. Parce que sa réputation, sa carrière va s'en jouer. Voyez-vous un peu. La structure, puisque ça se passe dans une structure, la structure même qui regorge des pratiques pareilles est dénaturée, elle perd sa valeur. On sait que d'emblée, si je vais dans telle école, voilà comment ça se passe ici et là. Donc, il y a déjà plusieurs niveaux de conséquences dans les pratiques de harcèlement sexuel. Il faut également dire que la personne qui est harcelée peut avoir des troubles psychologiques. Mais notons que par rapport aux troubles psychologiques, on a souvent l'habitude de dire que cet enseignant, mais c'est son habitude, il le fait tout le temps à toutes les filles. Et on peut croire que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie. Voilà pourquoi il faut sanctionner ce genre d'enseignant dans des cas, dans des conseils de discipline, vous voyez un peu. Parce que ça n'est déjà de trop. Beaucoup d'étudiants se voient abandonner leur rêve d'études. Parce qu'elles ont été harcelées et comme elles n'ont pas eu un ensemble de preuves, elles vont se taire. D'ailleurs, tu vas le dire à qui? Tu as l'impression que le système est très long, tu ne vas jamais en finir. Voilà pourquoi nous, ici, il faudrait que nous, les jeunes, que Dieu suscite aujourd'hui dans nos universités, que le pays suscite, à qui on donne le droit de parole, qu'on essaie d'impulser cela dans nos grandes écoles. Et comment contourner justement ce système? Comment contourner le système? Dans tous les cas, il faut parler. Et il n'y a rien de plus puissant que la parole. Il faut parler, mais seulement parler avec des preuves. Et il faut savoir dire des choses. Qu'est-ce qu'on fait? Enregistrer comme le cas de Yaoundé, parce que la censure est survenue, parce qu'il y avait un enregistrement. Effectivement, aujourd'hui même, la technologie a tellement évolué. Lorsque vous avez votre téléphone portable, mais mettez-le sur enregistreur et il commence à le faire. Et parfois, même si vous avez été... On a arrêté, je crois, un médecin néerlandais qui faisait des attouchements sur les enseignants. Il sodomisait même ses patients. Alors, qu'est-ce que le patient fait? Il a été victime et lorsqu'il se réveille, il se dit, mais j'ai l'impression que quelque chose a changé. Il est encore rentré chez le médecin, alors il a fait semblant d'être inoptisé, d'être soporifié. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris son téléphone de 3e génération et il a commencé à filmer. Donc parfois, il faut avoir le goût du risque pour pouvoir dénoncer et frapper à tous les niveaux. Alors, Mouniol Akiki, vous avez souvent été dans les conseils des disciplines. Je veux dire que pour autant que vous êtes président des étudiants de la faculté, vous avez quand même souvent participé. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe de façon objective? Parce qu'on a eu des témoignages de ce que, souvent dans les conseils de discipline, il y a retournement de situation, justement. L'enseignant qui dit, mais non, c'est elle qui m'a harcelé. Elle raconte le contraire, parce qu'il n'y a souvent pas de preuves. C'est vrai que le conseil de discipline est très difficile à exprimer, très difficile parce que vous avez tout un parterre d'enseignants face à vous, l'étudiant, avec un petit étudiant à côté qui, soit dit au passage, est le président des étudiants. Et voilà, c'est votre parole contre tous les autres et ce sera à vous de défendre. Et moi je dis, la meilleure manière jusqu'ici de pouvoir barrer la voie à ce fléau, c'est d'abord de s'exprimer. Oui. Absolument. Oui. Au conseil de discipline, quand vous arrivez, on vous écoute. En fait, vous êtes devant le tribunal. On vous écoute parce que l'enseignant, au préalable, on l'a écouté. Il a dit ce qu'il avait à dire. On vous écoute et quand vous sortez, on compare les propos simplement. Et puis, la sanction est tombée. Bon, heureusement, je peux me réjouir de tout mon passage au conseil de discipline en tant que président d'étudiants. J'ai vraiment pas eu de sanction. À la suite de ce qu'il veut dire, s'il me permet. Oui, bien sûr. Vous voyez, il faut qu'on le sache. L'absence de preuve n'est pas une preuve de son absence. Vous comprenez un peu? Ça, je le dis, c'est pas parce qu'on n'a pas de preuves qu'on peut qu'on est coupable, qu'on est innocent ou coupable dans tous les cas. Donc, l'absence de preuve n'est pas une preuve de cette absence-là. Voilà pourquoi. Mais il y a aussi une chose. Lorsque la fille est harcelée, il y a des femmes qui disent « Ah non, je ne veux pas aller, je ne veux pas aller, mais elles s'avancent quand même. » Vous voyez un peu. C'est là où ça rend souvent la tâche compliquée. Mais qu'est-ce qu'on va dire donc de celles qui disent qu'elles n'ont pas eu le choix, elles ont été obligées de céder? C'est-à-dire que la loi du Big Rouge, comme on le dit. On a toujours, comme il le dit, on a toujours un choix.
choix, mais il est difficile de faire le bon choix dans tous les cas. On a toujours un choix, même si c'est difficile de faire le bon choix. Moi, je causais avec une fille, lorsque j'ai été saisi de ce thème, je causais avec une fille qui m'a dit, j'ai une enseignante qui me menaçait, mais elle n'avait pas de choix. Et je lui ai dit, mon ami, tu avais le choix. Tu avais le choix parce que tu aurais pu prendre sur toi l'initiative de parler. Voilà, moi j'aimerais justement revenir dessus, sur le fait de s'exprimer, Mignon Kiki. Comment vous faites pour inciter ces victimes-là à parler de leur cas? Parce que la plupart se renferment. Bon, pendant mon passage à la tête de la faculté de lettres, la première chose que je fais, c'est parce qu'il faut remarquer une chose, tous les étudiants ou presque, quand ils passent au conseil discipline, la première des choses dont ils ont l'idée, c'est arriver là-bas, je vais pleurer. Mais les larmes ne sont pas une preuve. C'est pas une preuve. Alors, et du coup, quand. Pour attendrir. Oui, pour attendrir. Au contraire, vous avez carrément. Je dis quoi? Vous ajoutez encore du poids sur votre sanction, si jamais il y a sanction à prendre. Les larmes ne vous dédouanent pas. Au contraire, quand vous pleurez, c'est que vous enfoncez davantage. Prenez sur vous le soin de décrire, effectivement, de dire exactement ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé, même à la limite. Pourquoi pas la cause qui a suscité à ce que cet événement arrive. Et qu'est-ce qu'on observe, c'est que quand on arrive au conseil, on pleure. Moi, ce que j'ai fait tout le temps avant le conseil, c'est que, puisque lorsque la liste est arrêtée, on appelle l'association. On me dit, ok, président, vous allez joindre tous vos camarades que voici, vous allez leur dire qu'ils vont passer au conseil en telle date. Moi, avant d'arriver au conseil, qu'est-ce que je leur dis? Quand vous allez arriver, vous n'avez pas besoin de pleurer, parce que les larmes ne vont aucunement vous dédouaner. Dites exactement ce qui s'est passé. Oui. Comment ça s'est passé et même pourquoi ça s'est passé. Maintenant, même si vous êtes en tort, au moins on nous dit qu'un acte avoué et à moitié pardonné. La sanction qui doit être prise contre vous pourrait être atténuée. Et rassurez-vous, nous sommes à côté de vous, on va vous défendre. Mais si vous venez pleurer parce que vous n'avez rien à dire, en même temps. Oui, journaliste, ce que je veux dire, ajouter là-dessus, je crois que c'est le président Barack Obama qui a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Nous sommes dans un milieu académique et je crois qu'on gagnerait déjà à mettre sur pied des comités, parce que d'entrée de jeu, lorsque j'entre pour ma première année à l'université et que je sais qu'il y a un organe qui s'occupe de telles questions, il y a une plus rassurance, voyez-vous un peu. Comme ça, au moins, même si l'organe pourrait être pollué, on a souvent vu ça dans certains cas où tout l'organe est pourri. Mais au moins, on a franchi ce cap-là et on a mis en branle d'autres interventions qui pourraient influencer le système. Donc, on gagnerait déjà à mettre sur pied des comités qui vont essayer de mettre une plateforme d'échange afin que l'éthique homme-femme soit respectée. Les droits de l'homme soient encore respectés dans nos universités et grandes écoles. Alors, je vais vous remercier, messieurs, d'être venus sur ce plateau purement femmes. Et on a eu la chance de vous avoir, comme je le disais à l'entame de ce programme. On va à présent regarder ce reportage d'une femme chef d'entreprise. Elle s'appelle Mireille Mathieu. Elle se prénomme comme ça. Elle est vendeuse de crêpes et elle fait du porte-à-porte. Et elle s'en sort plutôt bien. Alors, ça nous a permis d'avoir une petite inspiration de la regarder travailler. C'est depuis 9 ans qu'elle pétrit la pâte pour préparer crêpes, nems ou gâteaux. Mireille Mathieu Mungue Couillé est, comme elle le définit, une battante. Avant de se lancer dans la pâtisserie, elle a travaillé pendant des années comme temporaire dans une entreprise, mais n'était pas satisfaite des revenus. Elle décide donc de s'adonner à ce qui jusque-là était considéré comme sa passion, la pâtisserie. L'idée des crêpes lui trotte dans la tête parce qu'elle pense aux petits-enfants. Les tout-petits, justement, pourraient inciter leurs parents à l'achat. Les enfants aiment tellement les crêpes que je me suis donc dit qu'il fallait aller de maison en maison et les parents vont prendre pour les goûter des enfants. C'est pour ça que j'ai choisi les crêpes, les gâteaux, la pâtisserie en général. J'ai même choisi ça parce que j'aime trop les enfants. Je me suis dit que ça allait partir vite par rapport à la bouffe. L'activité commence bien et Mireille Mathieu renforce son savoir-faire. Elle se formera pendant 1 an afin de professionnaliser son métier. À la sortie de l'école, elle fabriquera des cartes de visite et étendra sa clientèle. Aujourd'hui, tenue arborée, glacière à la main, elle parcourt les bureaux pour des livraisons express. Les clients en sont d'ailleurs satisfaits. Elle est vraiment sereine dans son entreprise, du fait qu'elle est dynamique. Elle y tient, elle a associé
pas mal l'aspect hygiénique. J'ai particulièrement apprécié la qualité de ces crêpes, compte tenu de leur légèreté, de leur finesse, de leur saveur, et du fait aussi que la dame est très entreprenante, elle est souriante. Mais pour en arriver là, Mireille Mathieu doit se réveiller de bonne heure. Je me lève tous les jours à 4h30. Je fais ma mise à place déjà dans la nuit. Je me lève à 4h30, je fais ma pâte. Et je me couche sur le divan, j'attends 1 heure de temps. Et puis je lance. Mais comme j'ai une employée, maintenant elle arrive, elle lance. Elle lance les crêpes. C'est comme ça que généralement on appelle. Elle lance à 5h30. Parce qu'en fait, c'est 300 crêpes en fait tous les jours. Aujourd'hui, grâce à ses efforts, elle arrive à s'occuper de sa famille. J'ai pas de gros moyens. Donc, je joue sur le minimum. Et j'ai donc gagné aussi un petit marché dans une société de la place. Et c'est pour ça que j'ai donc commencé à vendre là-bas. Mais c'est les moyens qui me manquent, des gros moyens pour ouvrir un restaurant. Mireille Mathieu pense pouvoir mieux faire si elle est épaulée. Avec un restaurant, elle gagnerait la stabilité, mais à elle tout seule, le projet pèse lourd. Alors, on passe à une autre partie de cette émission avec Marie-Léonie Sen qui est là, qui est étudiante à l'université de Douala, faut-il le rappeler. Bonjour Marie-Léonie. Bonjour Clarence, journaliste. Marie-Léonie. Et vous à la maison, bonjour. Ça va, tu vas bien? Super bien, une superbe matinée. Oui, enfin, c'était très chaud la première partie. Oui. Et on espère que ça va continuer comme ça. On parle d'actualité à présent. Qu'est-ce qu'on a comme fait d'actualité? Déjà, comme fait d'actualité, on va se limiter à 2 faits d'actualité. Ça fait maigre quand même. Ah oui, bon. Mais bon, on va s'en contenter. Justement. Alors, si je vous dis l'exemple, Camerounais fait des vagues. Et oui, au terme des assises de la 19e conférence annuelle des directeurs généraux des douanes d'Afrique centrale et occidentale tenue à Yaoundé du 12 au 14 mars dernier, sous le thème « Communication en douane, renforcer la compétitivité des économies de la région à travers le partage de l'information ». Eh bien, Madame Minette Libom Lilikeng a été élue à l'unanimité vice-présidente de l'Organisation mondiale de la douane. Après ça, oui. Et alors, au fait, plusieurs chefs de délégation ont reconnu en les aspects de la douane camerounaise une avancée considérable dans la modernisation. Après son élection, la directrice de la douane camerounaise a déclaré « Les douanes d'Afrique centrale et occidentale ont aujourd'hui besoin de s'approprier les instruments internationaux en matière de modernisation et de performance afin de coller aux défis de la mondialisation. » Oui, donc douane et mondialisation, voilà, justement. Pourrait-on dire. Ah mais ça c'est une grosse performance. Oui. On va continuer avec Madame Fampou qui appelle à la préservation des acquis. Eh bien, alors, préservation des acquis, de prime abord. Je vais vous le dire tout de suite. D'accord, on écoute. Eh bien, c'est ce qui a ressorti du meeting grand public organisé par la circonscription politique RDPC Vouri Sud le 24 mars dernier, ici même à Douala. Présidente de la session OFRDPC et maire de la commune de Douala 2e, elle a présenté les acquis du renouveau dans cette circonscription. Elle a présenté aussi les faits palpables qui ont été notamment la réhabilitation des infrastructures routières dans cet arrondissement et d'autres aspects encore plus judicieux. Elle invitera donc tous les militants à plus de civisme, à plus de citoyenneté, à plus de patriotisme, de manière à l'aider dans ses efforts d'amélioration des conditions de vie des populations dans le cadre des activités de la mairie. Alors, voilà. Civisme, patriotisme et citoyenneté. Citoyenneté, ça sonne bien en tout cas. Bravo les femmes camerounaises. Enfin, j'en sais rien, mais on s'est rendu compte au cours d'un reportage que les Camerounais n'étaient pas très patriotes du fait de ce qu'ils ne croyaient plus beaucoup aux capacités à pouvoir évoluer de façon saine dans leur pays. Bon, maintenant, est-ce que les femmes sont au devant de ce type de réflexion? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on les encourage dans ce sens-là. Bien évidemment. Et merci à Marie-Léonie. Elle ne va pas partir. Ah, elle reste avec nous. Elle reste avec nous. D'accord, dans ce cas.
Elle reste avec nous, on va parler nutrition à présent. Vous savez que les mangues ont fait leur apparition et que on en déguste à tort ou à raison, à tort et à travers, à tout va, à vent et à contre-vent, à temps et à contre-temps, disons-le comme ça. Et donc, quelles sont les consignes qu'on doit donc respecter pour consommer les mangues de façon saine? La question a été posée à donc un médecin qui nous en dit plus. On regarde. La saison des mangues est là. On l'attend souvent avec impatience. Cependant, selon certaines croyances populaires, pour rester en santé, on n'a pas intérêt à toucher à ce fruit de peur d'attraper une maladie. Faux, déclare le corps médical. La consommation de la mangue, tout comme tout autre fruit, pourrait entraîner une maladie. Si vous consommez une mangue, vous prenez un autre fruit et vous tombez malade, ça veut dire que cette mangue, par exemple, a été souillée à la base. Mais ce n'est pas la mangue qui vous donne la maladie. Voilà qui a le mérite d'être clair. Et pour ceux qui se demandent quelles règles d'hygiène appliquer avant la consommation des mangues, vous savez que les mangues sont accrochées sur les arbres. Les arbres sont dans un environnement où très souvent, sous le manguier, se passe beaucoup de choses. Les enfants défèquent, les gens urinent et tout ça. Bien, il peut donc arriver que cette mangue est ramassée et elle est portée dans la bouche sans au préalable qu'elle soit lavée. Mais là, vous courez des risques de faire la maladie. Donc, il y a l'hygiène au niveau de ce que vous voulez manger, que ça soit bien lavé à l'eau qui coule. Ne pas laver dans une eau stagnante. Parfois donc, des microbes et parasites peuvent se mouvoir tranquillement sur vos mangues si elles ne sont pas bien nettoyées. Et pour terminer, avis à ceux qui pensent qu'une mangue pourrie en partie peut tout de même être consommée. Vous avez l'impression que le reste de la mangue est bien. Maintenant, peut-être que le reste de la mangue est déjà colonisé par les micro-organismes. Donc lorsqu'une mangue est touchée, il vaut mieux l'écarter, il vaut mieux la jeter. Mais la mangue, faut-il le souligner, a une grande valeur nutritive. À vous d'appliquer les règles élémentaires d'hygiène avant sa consommation. Alors, pour idée reçue, je ne sais pas, ma très chère journaliste dit qu'on ne goûte pas à la nourriture lorsqu'elle est encore au feu. Donc, si votre marmite est au feu et que vous goûtez à ce repas, il va se passer des choses. Beaucoup de choses. Alors, vous qui nous regardez à l'instant, sachez que nous avons reçu plein d'idées venant de nos aïeux. Et partout au Cameroun, dans toutes les régions, ma très chère, on nous dit qu'on ne goûte pas à la nourriture, qui est surtout pour les jeunes filles. Ce message s'adresse surtout à Marie-Léonie. Voilà, parce que on ne s'arrête pas là. Vous ne goûtez pas à la nourriture, ça veut dire vous la tournez, vous goûtez, vous tournez, vous goûtez. Attention. Ou alors, lorsque vous enlevez la marmite, vous la posez au sol, il faut prendre soin d'enlever légèrement le couvercle pour permettre que la vapeur puisse sortir et tout. Si vous ne le faites pas, ma très chère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'avais ma grand-mère, à chaque fois que je déposais la marmite, c'est-à-dire que je la portais du feu pour la déposer par terre, elle me réprimandait parce que je ne respectais pas les aïeux. Elle te sauvait la vie, en fait. J'ai bien envie de demander qu'est-ce qui m'arrive si je le fais. D'accord. Il faut déjà dire que si, jeune fille, vous passez le temps à goûter la nourriture, lorsque vous êtes en train de la cuisiner, tant pis pour vous, parce que c'est comme ça que ça va se passer avec vous-même. Vous irez partout dans des mariages, on va vous goûter, on va vous laisser, on va vous goûter, on va vous laisser. Donc, ça veut dire que vous ne ferez jamais de mariage stable. Donc, gare à vous si vous vous obstinez à goûter cette nourriture. Alors ça vient d'où? Ça vient de dans le Mbam, chez les Sananga. Voilà, d'accord, dans le Mbam. Okay. Voilà. Et en même temps, si vous enlevez votre marmite, vous la déposez au sol, vous ne l'ouvrez pas. Aussi, ma très chère, tous vos enfants seront muets. Ils ne parleront jamais. Donc, faites gaffe. Alors, c'est bon à savoir de toutes les façons. De toute façon, ça, ce sont des idées qu'on a reçues. Ne nous demandez pas si on y croit ou pas. C'est ce que les aïeux personnellement. Mais si vous voulez, essayez chez vous et vous verrez. Non, je ne le ferai plus. D'accord. Voilà, du moment où on sait à quoi s'en tenir, vaut mieux ne pas essayer. Voilà, c'est plus sage en fait.
pas de tentation envers les aïeux. Voilà, c'est ce qu'on retient. Merci ma très chère. Merci à vous de nous avoir regardé ce samedi. Cette émission s'achève. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous regarder. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Ah oui, bye.